Bonjour à tous. On a fait commencer la réunion avec quelques minutes d'avance pour que les intervenants puissent se connecter. Normalement, vous avez tous vos micros coupés et on commencera réellement la réunion que à 12h30, voire avec 2-3 minutes de retard. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Par contre, là, il faut que vous leur ouvriez tous la possibilité de micro. Bonjour. Est-ce que quelqu'un veut bien faire un test de micro pour moi, s'il vous plaît, et de son, qu'on soit sûr qu'on vous entende bien dans la salle où nous sommes réunis? Peut-être Madame Ferrucci, Ève. Est-ce que vous Caroline, m'entendez? Superbe. Merci beaucoup. et l'Adréal Occitanie, vous nous entendez bien? Très bien pour l'Adréal Merci. Occitanie, merci. Merci. Mip, vous m'entendez? Très bien, merci Monsieur Touraille. Bonjour, Ève. Bonjour. C'est bon pour moi, Ève. Bonjour, Emmanuel Signorelli de Génie Acoustique. C'est bon pour moi, Monsieur Signorini. Merci. Audrey, vous avez l'autorisation d'activer votre micro, donc vous pouvez l'activer quand vous le souhaitez, ainsi que votre caméra. Audrey, vous avez bien votre micro et votre caméra d'accessible si vous le souhaitez.
Bonjour à tous. Juste pour petite précision, les micros des intervenants sont possibles. Donc, vous pouvez activer votre micro quand il sera temps de parler pour vous. Pour les autres participants, les micros ne sont pas activés. On est en format webinaire. Je le redirai tout à l'heure. Donc, la partie questions se fera via le chat et on relaiera ces questions. Madame Aileron, possible de faire un Mais test le pour vous problème, si vous c'est que souhaitez. alors, les intervenants, oui, mais en fait, le problème, c'est que si on autorise les caméras des participants, on a des problèmes de bande passante et de connexion. Par contre, c'est étrange que ça marque pas. Madame Aileron, si vous voulez ouvrir votre micro et faire rapidement un test. Ok. Ok, rappelez-nous si jamais. Hein. À tout de suite. Ça va fonctionner comme on dit. Ça fonctionne. Oui, attendez. Eve, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez refaire un second test de votre côté, s'il vous plaît? Un petit test de son, Micro? juste. Oui. Très bien, Eve, je vous entends parfaitement. Maintenant, Madame Aileron, je crois que vous êtes la dernière que je n'entends pas. Il faut ouvrir votre micro en haut de votre écran sur la droite. Et normalement, vous pourrez parler, je vous entendrai. Ça marche. Ah, test. Madame Barthes, idem. Bonjour. Bonjour Madame Barthes, j'ai vu que vous veniez de nous rejoindre. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Je peux activer ma caméra aussi pour voir si tout va bien. Voilà. C'est parfait. Merci Merci. beaucoup. On se donne 2-3 minutes et on commencera. Très bien. Bonjour, mon micro est maintenant activé, mais j'ai pas la caméra. Parfait Audrey, c'est vrai que nous vous entendons. Et j'ai maintenant la caméra, merci beaucoup. Redémarrer est toujours la bonne solution avec ces outils. Merci beaucoup Audrey. Je déverrouille, je fais juste un test. C'est parfait Madame Aileron, nous vous entendons. Super, je coupe.
Bonjour à tous, on s'est donné 5 petites minutes de battement. On va pouvoir commencer. Ravi de vous retrouver pour ce dernier événement de 2025 et pour le dernier de la phase de concertation continue. On avait notamment décidé avec le comité de pilotage qu'on mènerait de la concertation continue, qu'on mènerait ce webinaire dont l'objectif est de se donner des clés de contexte et de lecture du dossier de demande d'autorisation d'exploiter qu'on appelle DDAE, mais qu'on, je pense, pendant toute la séance, on appellera DDAE. On a autour de la table, et on les retrouvera successivement, mesdames les garantes qui viendront nous présenter une partie du bilan de concertation et la partie réglementaire liée à la concertation. Ensuite, on aura les différents cabinets d'études qui seront autour de Eve de chez Suez pour nous parler du DDAE, des pièces qui sont intégrées, et ensuite, étude par étude, des objectifs, des enjeux et des méthodologies d'études qui ont été adoptées dans ce DDAE. Et ensuite, on évoquera les suites du DDAE. Dans la partie cadre réglementaire, et on les remercie vraiment pour leur accord d'être venus aujourd'hui, nous aurons Madame Vernier, qui est la responsable du pôle appui et méthode de la DREAL Occitanie, et Monsieur Touraille, qui est le président de l'ACMIP, l'association des commissaires enquêteurs de Midi-Pyrénées, qui viendront nous faire un focus. Quelques petites règles de participation. On enregistrera les échanges aujourd'hui comme il s'agit d'un webinaire. Donc, on est vraiment en format webinaire. Je vous demanderai de garder pour les participants votre micro coupé. Pour les intervenants, d'activer votre micro lorsque vous devez prendre la parole. Ensuite, de poser vos questions à l'intérieur du chat pendant l'exposé et bien sûr, je les relayerai au besoin et de se manifester si vous souhaitez prendre la parole. Je vais laisser Madame Ferrugi et Madame Barthes sur le premier temps, sur la partie concertation, pour évoquer avec nous la partie du droit au public à la participation et le rôle des garantes, et ensuite le continuum de concertation. Oui, bonjour, merci d'avoir organisé ce temps d'échange qui nous paraît effectivement tout à fait important. Nous sommes, en tant que garante désignée par la Commission nationale du débat public, garante d'un droit, si on peut voir peut-être la diapo suivante, qui est le droit de toute personne d'être informée pour pouvoir participer à l'élaboration des décisions publiques sur les projets qui ont une incidence sur l'environnement. La Commission nationale du débat public, c'est l'autorité administrative qui est indépendante, qui est garante de ce droit, et dans les concertations pour lesquelles elle demande aux porteurs de projets de mettre leur projet en concertation, la CNDP nomme des garants et des garantes pour assurer ce droit à l'information et à la participation du public. Le rôle des garants et garantes, c'est de prescrire, de conseiller, de servir de recours et, in fine, de rendre compte de tout ce qui s'est dit pendant la concertation, que ce soit en phase de concertation préalable ou en phase de concertation continue. Dans le cadre du projet d'ECO7, il y a eu d'abord une concertation préalable en 2023, pour laquelle j'étais co-garante, et puis en 2022, pardon, et en 2023, 2024 et 2025, il y a eu la concertation continue, garantie par Audrey Richard-Ferrugi et par moi-même, et nous avons d'ailleurs remis notre deuxième rapport intermédiaire fin octobre, pour rendre compte de tous les enjeux qui ont été exprimés par le public au courant de ces diverses périodes. Et si on peut passer à la slide suivante, voilà. Ce qui nous paraissait important aujourd'hui, c'est qu'on mette bien en lumière le continuum de la participation, qui est un droit inscrit dans la Constitution. On a travaillé avec le public sur la questionnement de l'opportunité et des alternatives du projet dans la phase de concertation préalable. Ensuite,
notamment avec le comité de pilotage et avec toutes les personnes qui se sont associées à la concertation continue. On a eu beaucoup de temps d'échange sur la concertation continue et décortiquer thématique par thématique comment le public peut être associé aux différentes étapes de la construction du projet. Et maintenant, on arrive tout à fait à la fin de ce processus qui va se poursuivre par ce qu'on appelle, vous voyez la flèche rouge, participation aval, qui est le champ de l'enquête publique ou de la participation du public avant l'élaboration, avant la prise de décision. Et donc, ça nous paraissait important que ce temps soit vraiment exposé avec toutes ces composantes, et notamment le fait générateur, c'est la demande, le dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, avec toutes les études d'impact que cela comprend. Et tout ça va ensuite basculer, une fois que le dossier sera mis en place auprès des services de l'État, dans le champ de la participation aval. Et c'est pour ça que nous sommes tout à fait ravis que l'ADREAL soit présente aujourd'hui, ainsi que nos collègues représentants des commissaires enquêteurs, pour que vous puissiez vraiment comprendre que ce continuum de la participation, c'est vraiment une réalité, et comment est-ce que ça va se mettre en place. Voilà, je ne suis pas plus longue que ça, mais ce temps nous paraissait vraiment essentiel pour la bonne information du public. Merci beaucoup, Madame Barthes. Et comme vous le disiez, on remercie aussi Madame Vernier et Monsieur Touraille qui nous font la gentillesse d'être là aujourd'hui pour un focus sur le cadre réglementaire. Tout d'abord, Madame Vernier, qui est responsable du pôle appui et méthode à l'ADREAL Occitanie, qui va aborder le champ d'application de l'autorisation environnementale, nous présenter la procédure à la fois dans son temporalité et dans ses acteurs, et ensuite qui fera un petit zoom sur l'information du public dans la procédure, zoom qui sera ensuite repris par Monsieur Touraille, qu'on accueillera ultérieurement. Madame Vernier. Merci, bonjour à tous. Donc, Céline Vernier, je suis responsable d'un pôle appui méthode à la direction des risques industriels de la DREAL, et je suis avec ma collègue. Oui, donc Caroline Sescon, moi je suis la chef de l'unité interdépartementale Haute-Garonne-Ariège. Donc les inspecteurs qui vont avoir à instruire le dossier sont dans mon équipe. Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de vous présenter voilà, comment se déroule une procédure d'autorisation environnementale. Et avant de vraiment rentrer dans la procédure, je voulais vous rappeler quelques notions clés. Donc, déjà, vous rappeler que toute exploitation industrielle qui est susceptible de présenter des risques ou d'engendrer des pollutions ou des nuisances, soit pour les personnes, soit pour l'environnement, est une installation classée pour la protection de l'environnement. Ces installations classées, elles sont divisées en plusieurs régimes de classement qui peuvent être à déclaration, à enregistrement et à autorisation. Et ce régime de classement dépend bien sûr de l'impact que peut avoir l'installation classée, et de ce régime de classement va dépendre la procédure qui sera appliquée pour avoir le droit d'exercer cette activité. Donc, le régime d'autorisation, qui est vraiment celui qui va nous intéresser dans le dossier objet de cette présentation, il s'applique aux installations qui présentent possiblement de graves nuisances ou risques pour l'environnement. Et sur ce régime, l'exploitant, avant de pouvoir mettre en service et exploiter son installation, doit faire une demande doit obtenir une autorisation environnementale, et donc déposer une demande d'autorisation environnementale afin de démontrer l'acceptabilité de son installation. Et après, donc ça a été déjà dit, instruction par les services de l'État, donc l'inspection des installations classées dans ce cas ici du présent dossier, et la consultation du public, le préfet pourra autoriser ou refuser le fonctionnement de l'installation. Et de toute façon, s'il l'autorise, ce fonctionnement sera encadré par des prescriptions spécifiques au projet. Le contenu dans le dossier d'autorisation environnementale, il y a de multiples pièces à produire, et donc ce contenu est détaillé aux articles 193 du Code de l'environnement si vous voulez vous y référer. Et il comprend notamment une note de présentation non technique, une étude d'impact ou une étude d'incidence environnementale, suivant si le projet est ou non soumis à évaluation environnementale, et une étude de danger, et plein d'autres pièces en fonction du type d'installation. Je crois que tout à l'heure, elle reviendra sur l'intégralité de ce dossier et ce qu'il contient. On peut passer, voilà.
un autre point de langage, c'est la différence entre une autorisation environnementale et une évaluation environnementale. L'évaluation environnementale, donc l'autorisation environnementale, c'est pour pouvoir exploiter une installation classée soumise au régime de l'autorisation. L'évaluation environnementale, c'est une directive européenne plus globale qui prévoit que les projets qui ont des impacts, des incidents, qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. Pour ça, il y a aussi une nomenclature, en fait, une liste de projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale, soit de façon systématique, soit sur la base d'un examen. Et les installations qui sont concernées par la directive relative aux émissions industrielles, la directive IED, ce qui est le cas de ce projet, sont soumises à évaluation environnementale systématique. Donc, le projet sera soumis à évaluation environnementale et le maître d'ouvrage devra donc présenter une étude d'impact dans le cadre de son dossier. Et quand un projet est soumis à évaluation environnementale, il fera l'objet d'un examen indépendant par l'autorité environnementale et cette autorité produira un avis qui sera porté à la connaissance du public. C'est bon pour ce transparent. Donc, une fois ces points un peu précisés, je vais vous présenter comment se passe l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale. Donc, il y a une réforme qui est entrée en vigueur en octobre 2024 et qui a modifié la façon d'instruire et de consulter le public sur ces dossiers d'autorisation environnementale, donc pour les installations classées notamment. Donc, si on part tout à gauche, là, l'exploitant, le pétitionnaire va déposer son dossier de demande avec l'ensemble des pièces qui sont prévues par le Code de l'environnement. Et là, le service instructeur, donc ici, voilà, l'inspectrice qui sera en charge du dossier au sein de l'inspection des installations classées de l'ANREAL Occitanie, va faire une première phase qui va consister à vérifier si le dossier est complet et régulier. Donc, complet, on va vérifier qu'il y ait bien toutes les pièces qui sont nécessaires pour son instruction. Et on va regarder s'il est régulier, c'est-à-dire que ces pièces… mange ce que tu veux. On va vérifier que ces pièces, elles sont suffisamment complètes pour pouvoir être examinées sur le fond derrière. Et alors, on va vérifier aussi que le dossier est suffisamment complet pour être présenté au public. Donc, cette phase de vérification de la complétude de régularité, elle doit être assez rapide normalement si tout est présent. Éventuellement, il y aura une demande de complément qui peut être faite à l'exploitant s'il manque certaines pièces ou si certaines… pièces ne sont pas suffisamment complètes. Et une fois que l'inspection des installations classées considérera que le dossier est complet et régulier, il le notifiera au préfet qui le notifiera lui-même au pétitionnaire et on pourra passer dans la phase suivante qui est la phase d'examen et de consultation. À savoir qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au moment du dépôt du dossier, c'est à ce moment-là que le préfet va saisir le tribunal administratif pour qu'il désigne soit un commissaire enquêteur, soit une commission d'enquête en fonction de la complexité du dossier. Donc, une fois que le dossier est complet et régulier, qu'on a un commissaire enquêteur, on va rentrer dans la deuxième phase, qui est la phase en bleu du milieu, qui est la phase d'examen et de consultation. C'est là que réside la grande nouveauté, c'est-à-dire que c'est une phase où il va y avoir plusieurs choses en même temps. Il va y avoir en même temps l'instruction sur le fond du dossier de la part des services instructeurs. Notamment, par exemple, nous, on va regarder l'étude de danger, etc. Enfin, on va bien examiner le dossier. Il va y avoir aussi, on va pouvoir saisir d'autres services de l'État, spécialistes de certains sujets, qui vont nous donner aussi leur contribution et leur avis sur le dossier. On va saisir tous les services dont l'avis est réglementairement requis. Par exemple, ça peut être l'Agence régionale de santé, ça va être aussi l'autorité environnementale, vu que le dossier est soumis à évaluation environnementale, et les collectivités territoriales concernées par le projet vont également être saisies. Donc, la saisine de ces services, elle va être lancée assez rapidement dès que le dossier est complet et régulier. En parallèle, on va organiser, le préfet va organiser la consultation du public.
Cette consultation du public, elle va durer 3 mois, c'est-à-dire que le public aura accès pendant 3 mois au dossier. C'est la grande flèche que vous avez au milieu de la présentation. Cette phase ne va pas commencer immédiatement parce qu'en fait, il va falloir préparer l'arrêté d'ouverture de la consultation du public. Et après cet arrêté, il doit être publié dans les journaux, publié sur le site pendant au moins 15 jours avant que la consultation commence. Donc, il y a un petit temps entre le dossier est complet et régulier et la consultation du public, et le public a accès au dossier. Cette consultation du public, elle va se faire via un site internet qui est dédié à la consultation. Donc voilà, il peut y avoir, mais je pense que monsieur le commissaire enquêteur en parlera après, il peut y avoir d'autres modes de consultation, par exemple en mairie ou des permanences, mais ce qui est réglementairement requis, c'est à la mise à disposition sur un site internet dédié à la consultation. Ce que la loi prévoit aussi, c'est qu'il y ait une réunion d'ouverture qui soit organisée dans les 2 premières semaines qui suivent le début de la consultation, ainsi qu'une réunion de clôture dans les 2 dernières semaines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début, voilà, le dossier en fait qui va être soumis à la consultation est le même dossier qui va être soumis à l'examen des différents services, et ce dossier va pouvoir potentiellement un peu évoluer pendant la durée de la consultation pour répondre à des informations complémentaires qui seraient demandées par le service instructeur, pour répondre à l'avis de l'autorité environnementale ou des collectivités territoriales ou à des questionnements du commissaire enquêteur. Et toutes les réponses qui seraient apportées par le pétitionnaire seront également mises en ligne sur le site de la consultation. Les avis qui seront exprimés par les instances dont l'avis est réglementairement requis, les avis des collectivités territoriales, ils seront aussi également systématiquement déposés sur le site de la consultation et donc mis à disposition du public au fur et à mesure de leur réception. Voilà, et également, je pense que le commissaire enquêteur en parlera aussi, toutes les contributions qui seront apportées par le public sur le site seront visibles par l'ensemble des personnes qui se connecteront. Une fois que les 3 mois de consultation seront terminés, le commissaire enquêteur a 3 semaines pour rendre son rapport et ses conclusions motivées sur le projet. Et une fois que le rapport du commissaire enquêteur a été remis, le préfet, lui, a 2 ou 3 mois pour prendre sa décision. 3 mois, c'est il a droit à 1 mois de plus si le projet doit passer en CODERST. Donc, CODERST, c'est une commission départementale avec des représentants de l'État, du secteur industriel et des associations. Donc, à la fin, le préfet va prendre sa décision, qui peut être soit un arrêté de refus, soit un arrêté autorisant l'exploitation du site. Et dans ce cas-là, cet arrêté sera assorti de prescriptions visant à réglementer les conditions d'exploitation du site. Voilà, et cette phase-là fait aussi l'objet d'un examen contradictoire. Enfin, le projet d'arrêté, que ce soit de refus d'autorisation, fait l'objet d'un contradictoire avec le pétitionnaire. Voilà, donc excusez-moi, juste peut-être celui d'avant. Donc, une première phase qui sera rapide par le service instructeur de vérification de la régularité et de la complétude, et ensuite une phase d'examen et de consultation, qui dans l'ensemble peut durer à peu près 5 mois, avec pendant cette phase-là 3 mois pendant lesquels le public aura accès au dossier qui pourra un petit peu évoluer et qui sera complété au fur et à mesure du temps. Et après, une phase de décision pour aboutir à la décision finale. Vous pouvez passer, merci. Alors juste voilà, un petit zoom sur la consultation du public, très rapidement parce que je l'ai déjà dit. Donc dossier qui va être mis à la disposition du public pendant
3 mois sur un site internet spécialement dédié à la consultation. Donc, au début, il n'y a que le dossier complet et régulier qui est déposé par le pétitionnaire. Et au cours de la consultation, ce dossier va être enrichi par les avis des services, par exemple l'avis de l'autorité environnementale, les avis des collectivités territoriales si elles se sont exprimées, les observations et les propositions du public et les réponses du pétitionnaire aux observations et aux demandes d'informations complémentaires qui auront été formulées si besoin par le service instructeur. Et je vous ai rappelé voilà, la réunion d'ouverture et la réunion de clôture. Un grand merci, Madame Vernier. On va maintenant retrouver Monsieur Touraille, qui est le président de l'ACEMIP, l'association des commissaires enquêteurs de Midi-Pyrénées, pour faire un point justement sur le rôle, le statut du commissaire enquêteur et le déroulé d'une consultation parallélisée. Merci beaucoup, madame, et merci de m'avoir donné l'occasion d'intervenir. Je remercie madame Vernier d'avoir rendu aussi simple à comprendre ce processus de simplification administrative qu'est la consultation parallélisée, sur lequel nous avons eu de nombreux échanges formels et informels. Donc, pour en revenir au sujet, les commissaires enquêteurs, d'abord la CEMIP, nous sommes présents sur le ressort du tribunal administratif de Toulouse, c'est-à-dire que nous représentons le niveau territorial de la consultation du public auprès des 6 départements sur lesquels agit le tribunal administratif de Toulouse, l'Ariège, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, ce qui représente un maillage territorial de 150 commissaires enquêteurs. Donc on est bien dans une vision territoriale qui s'inscrit en aval de la phase de consultation et nous allons à l'écoute des gens. Alors, ça, c'est le cadre de la mission. Maintenant, qui sommes-nous? Si on peut passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes simplement des citoyens sous le statut de collaborateur occasionnel du service public, comme vous pouvez le voir, issus d'une sélection sur volontariat, après une formation initiale et une formation continue qui sont rendues obligatoires par les textes. Le point important, c'est que nous sommes tout à fait indépendants et neutres. Nous ne sommes ni des agents publics, ni des salariés d'un bureau d'études. Le terme commissaire ne doit pas créer d'inquiétude dans l'esprit du public. Nous ne sommes ni des policiers, ni des agents de la force publique. Nous sommes commissaires au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'on nous a confié une mission et donc nous enquêtons sur le sujet qui nous sont attribués par un tribunal administratif qui est donc garant de cette indépendance et qui évalue dans le cadre des rapports en règle générale la pertinence de nos conclusions, ce qui fait qu'on a quand même une formation assez encadrée et assez suivie qui est menée à la fois par notre association et en collaboration avec l'État, le tribunal et l'ADREAL avec laquelle nous avons des contacts réguliers. Alors, je vais maintenant passer au cœur du sujet, c'est-à-dire la mission dans le cadre d'une consultation parallélisée. Il s'agit bien du cas qui vous intéresse, donc ça ne sera pas une enquête publique. Je vais insister sur les différences. La durée a été mentionnée, c'est une durée de 3 mois, avec une procédure qui peut être, à la demande du commissaire enquêteur ou à la demande des parties, comprendre des permanences physiques et l'élaboration d'un dossier papier pour le public, mais ce n'est pas une obligation. C'est organisé en relation avec le porteur de projet avec 2 obligations majeures. L'organisation et la tenue de 2 réunions publiques, la première dans les 15 jours après le début de l'ouverture de la consultation et la seconde dans les 15 jours avant la fin de la consultation. Le commissaire enquêteur assure le compte-rendu de ces réunions qui sont versées au dossier et il assure la mise en ligne des avis des services tout au long de la procédure. Le point important, c'est que vous pouvez le constater, cette consultation parallélisée fait que nous avons un dossier qui est vivant et qui peut donc évoluer tout au long de la consultation. C'est là une des différences essentielles par rapport aux textes et aux enquêtes publiques. Le dossier n'est pas figé à l'ouverture de la consultation au public. Voilà. À l'issue de cette période, la dernière diapo, le commissaire enquêteur établit une synthèse des avis et des contributions dans un délai de 7 jours qu'il remet à l'autorité organisatrice et dispose d'un délai de 3 semaines pour rédiger un rapport final qui comprend des conclusions motivées
Alors, la grosse différence essentielle, c'est que le texte ne fait pas mention d'un avis favorable ou défavorable du commissaire enquêteur dans ce cadre-là. Mais le terme de conclusion motivée vous indique bien que nous nous prononçons sur le projet et nous nous prononçons à ce stade-là sur les avis des personnes et l'impact du projet sur les tiers. Voilà. En ce qui me concerne, tout ce que je peux vous mentionner, c'est qu'à ce jour, la CENIP a déjà mené une douzaine de consultations sous le chapitre de la loi LIV et qu'on on a quand même bien pris en compte les différentes évolutions et les adaptations majeures, notamment par la formation de nos personnels à la préparation, la tenue et le bon déroulement des réunions publiques. Voilà. Un grand merci, Monsieur Touraille. Un grand merci, Madame Vernier, pour vous être rendue disponible aujourd'hui et pour ces deux éclairages. Avant qu'on ne retrouve Eve Balouet, responsable de projet infrastructure côté Suez, on n'a pas reçu de questions dans la discussion. Est-ce que il y a des questions en ligne? Ça a l'air d'être bon. Du coup, on va passer au second temps, qui sera le temps relatif à l'introduction du DDAE. On va retrouver donc Eve Balouet, je le disais tout à l'heure, côté Suez, qui va nous expliquer les pièces techniques et non techniques qui sont intégrées au dossier, ainsi que la méthodologie de ce DDAE. Eve? Oui, donc bonjour, Eve Balouet, société Suez. Je travaille au sein d'un service qui accompagne la réalisation des DDAE sur toutes les activités de Suez Recyclage et Valorisation à l'échelle du territoire national. Et dans le cas présent, donc j'interviens pour Evoneo sur le pilotage du DDAE de l'UVE de Toulouse. Alors d'abord, petite parenthèse, comme dans beaucoup de domaines, on utilise beaucoup de sigles. On va essayer de ne pas en abuser sur cette présentation. Dans le DDAE, il y aura un glossaire qui donnera la définition de tous les sigles qu'on retrouvera. Donc si on revient sur le DDAE, on peut peut-être passer à la diapo. Donc le suivante, merci. Donc le contenu, il est défini par le Code de l'environnement, mais ce qu'on peut dire de façon globale, c'est qu'il y a à la fois des pièces synthétiques et des pièces plus techniques, puisqu'il doit être à la fois compréhensible par le grand public et instruit par les services de l'État. Donc en termes de pièces non techniques, on a la présentation non technique du projet, le résumé non technique de l'étude d'impact et le résumé non technique de l'étude des dangers, cette pièce étant intégrée dans l'étude des dangers. Donc ces documents, ils sont vraiment conçus pour être accessibles pour le public, synthétiques, compréhensibles et donc, ces trois éléments, ça permet de rentrer plus facilement dans le dossier. Ensuite, vous allez avoir des pièces plus techniques qui sont la demande qui décrit le projet et qui apporte les pièces administratives nécessaires à l'instruction du dossier. Vous avez l'étude d'impact qui évalue les effets sur l'environnement du projet et qui propose les mesures qu'on appelle ERC, évitement, réduction, compensation, selon cette séquence, on y reviendra après. Vous avez l'étude des dangers qui décrit également l'installation, qui analyse les risques, étudie les scénarios d'accident et présente également les mesures de maîtrise des risques qui sont mises en face de ces scénarios. Et puis, autour de ces pièces un peu maîtresses, vous avez des plans, des figures et d'autres pièces plus réglementaires. Vous avez aussi les annexes, les différentes études qui sont en annexe. Donc, c'est vrai que ça fait un dossier assez conséquent, avec un sommaire quand même au début qui permet de s'orienter plus facilement dedans. On peut passer donc pour revenir à ce que je disais sur la méthodologie. Donc, on part des demandes qui sont exprimées dans le cahier des charges par DECOSET. Ces demandes, elles sont basées notamment sur les résultats de la concertation, mais pas uniquement. Il y a aussi des données techniques, les meilleures technologies disponibles, etc. Donc, ça permet de construire un projet. Ensuite, on étudie l'état initial et on calque le projet sur cet état initial. Et
ça peut être fait par des modélisations, par exemple. Ça permet d'analyser l'impact du projet. Et en fonction de cet impact, on va pouvoir proposer les mesures évitement, réduction, compensation, de façon à arriver à un projet intégré dans son environnement. On peut éventuellement réitérer, si nécessaire, l'exercice si le projet n'est pas tout de suite compatible. Donc on peut passer à la slide suivante. Pour étudier les différents domaines, on est accompagné par des bureaux d'études qui sont spécialisés. Et aujourd'hui, on va voir plus précisément, on va se focaliser sur quatre thématiques qui sont apparues comme présentant le plus d'enjeux à l'échelle du projet. Donc, vous entendrez tout à l'heure M. Tissot de la société Solaire IDE, qui est la société en charge de l'assemblage, du montage du dossier et qui a réalisé l'étude des dangers. C'est pour ça qu'il sera là. Monsieur Vienne de la société Ispira est en charge du volet sanitaire. Monsieur Signorelli de Génie Acoustique est en charge de l'étude bruit et Madame Elron du bureau paysagiste conseil APIC est en charge du volet paysager. Et donc, ils interviendront dans la foulée, je pense. Je vais leur laisser la parole. Un grand merci, Eve, pour ces premiers éléments. Je fais un rapide retour en arrière. On a Madame Hugues qui a posé 2 questions qui s'adressent à la DREAL, Madame Vernier. Première intervention de Madame Hugues. En cas de non prise en compte des avis négatifs, est-ce que le préfet, en fin de processus, justifie pourquoi il a pris ou non en compte certains éléments? Et ensuite, on a une précision qui est arrivée. Suite à la première phase de concertation, le commanditaire a établi un rapport prenant en compte les différentes remarques et indiquant pourquoi il les considérait ou ne les prenait pas en compte. Je souhaite donc savoir si le préfet fera la même chose ou si potentiellement le public ne saura pas pourquoi et si ces remarques ont été prises en compte. Madame Vernier, c'est sur la question de prise en compte des observations du public par le préfet. Madame Vernier. Il me semble que c'est le rôle côté DREAL de répondre à cette question, mais si Madame Vernier n'est pas là, est-ce que peut-être Monsieur Touraille, vous pouvez nous donner un éclaircissement? Si ce n'est pas le cas, on demandera une réponse écrite côté DREAL qu'on adjoindra au compte-rendu. Alors, je ne veux pas parler au nom de la DREAL. Il est possible pour l'État de suspendre ou d'arrêter le processus à tout moment. Voilà. Donc, c'est nous les informations que nous avons. Je ne peux pas répondre plus précisément à cela et je vais même être obligé de quitter votre séance dans la mesure où nous sommes tenus à un devoir d'impartialité vis-à-vis des dossiers qui nous sont confiés. Et donc, si par le plus grand des hasards, je suis désigné comme commissaire enquêteur, je ne peux pas faire état d'une connaissance préalable d'un dossier avant d'y participer. Voilà, je suis désolé de botter un peu en touche, mais Non, voilà, sur le principe, l'État peut arrêter la procédure à tout moment, y compris pendant la phase de consultation publique suite à un avis particulièrement négatif. Ça, c'est une certitude. Après, les remarques doivent être portées auprès de la DREAL qui aura les éléments juridiques officiels pour vous répondre. Voilà. On vous remercie encore pour votre intervention. On communiquera cette question côté DREAL pour réponse. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Passez une très bonne journée. Merci. Est-ce que sur le temps introductif aux études techniques qui a été présenté par Eve, il y a des questions? Je vois qu'en ligne, il n'y a pas de questions. Sinon, on déroule le cheminement des études techniques. Et pareil, je relayerai les questions au fur et à mesure. Études techniques, donc on a deux
deux pans d'études techniques, l'étude d'impact, l'étude de danger. Et maintenant, on va accueillir chacun des bureaux d'études pour nous présenter à la fois les objectifs de l'étude, le contexte de chaque étude et les éléments de méthodologie et de modalité. On va commencer côté étude d'impact avec Monsieur Vienne. On l'a dit tout à l'heure et Ève le rappelait, dans l'étude d'impact, il y a de nombreux sujets, mais on s'est focalisé sur trois thématiques. Les risques sanitaires, la partie acoustique et paysage, notamment partie acoustique et paysage, pour lesquels il y a plus d'enjeux et les bureaux d'études vous le réexpliqueront sur le projet puisqu'il est situé en milieu urbain. On va faire le zoom sur l'étude sanitaire avec Monsieur Vienne, qui est le directeur métier côté Inspira. Donc toujours dans cette logique, objectif de l'étude et méthodologie qui est très encadrée sur cette étude sanitaire. Bonjour Monsieur Vienne. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc oui, je suis présent aujourd'hui pour vous présenter la méthodologie qui est appliquée à un volet sanitaire. Alors effectivement, le volet sanitaire est une étude à part entière dans le DDAE et il a pour objectif de vérifier que les émissions du futur projet ne soient pas de nature à générer des risques sanitaires pour les populations avoisinantes. Voilà. Donc c'est l'enjeu et l'objectif de cette étude. Alors, ce type d'étude est encadré et par des textes réglementaires et par le guide ENERIS de 2021 qui définit les 4 grandes étapes qui sont à suivre et à présenter dans un rapport, dans un volet sanitaire. Donc, je vais vous les présenter juste après là. Ce que je souhaitais vous préciser, c'est que dans le cadre de ces études, on prend en compte des hypothèses qui sont réalistes mais majorantes, voilà, pour s'assurer que dans des hypothèses réalistes, on soit encore en deçà des résultats qui sont présentés dans l'étude. Et deux principes qui régissent ce type d'études, c'est la notion de transparence, c'est-à-dire que toutes les hypothèses qui sont prises dans le cadre de cette étude doivent être présentées dans le rapport, étudiées et explicitées. Donc ça, c'est vraiment un principe de base. Et le deuxième principe, c'est la proportionnalité, c'est-à-dire la complexité de l'étude par rapport aux enjeux du territoire où va être présent le projet. Et notamment, donc si on passe à la slide suivante, en termes d'enjeux, on a ici un projet qui s'inscrit dans une zone urbaine assez dense, avec la présence de populations dites sensibles, telles que les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, voilà, des établissements qui sont susceptibles de recevoir des populations dites sensibles, donc, et qui sont présents à proximité immédiate du projet. En plus de ce contexte urbain, on observe aussi la présence déjà d'autres sources d'émissions de composés dans l'air, type les industriels et les entreprises situées dans l'environnement proche du projet, mais également le réseau routier ou encore l'habitat, qui sont également des sources d'émissions des substances qui sont potentiellement émises par le projet et qui vont se retrouver également dans l'air. Donc ça, c'est les enjeux locaux. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, on est dans un contexte assez contraint et qui nécessite que effectivement l'étude soit la plus complète possible. Donc pour cela, donc sur la slide d'après, je vous présente la figure, le schéma conceptuel. Donc c'est un terme que vous allez retrouver dans notre étude et qui en fait synthétise les 2 premières étapes de l'étude, qui consistent à caractériser les sources d'émissions avec les différentes substances susceptibles d'être émises par le projet. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez sur la partie de droite sur la figure. Sur la partie centrale, vous retrouverez les différents transferts dans les milieux
susceptibles d'être impactées par les émissions. Donc, on va effectivement, dans le cadre du projet, les retrouver dans l'air. Et après, elles vont se déposer au sol et se transférer et dans les légumes et potentiellement enfin pas potentiellement, et également dans les élevages de volailles présents autour du projet. Donc ça, c'est effectivement l'étude du transfert des substances émises vers les différents milieux. Et enfin, sur la colonne, sur la partie de droite de la figure, vous allez retrouver ce que nous, on appelle dans notre jargon les cibles, c'est-à-dire les personnes qui vont être exposées aux différents milieux qui, eux, auront été exposés aux différentes substances émises par le projet. Et donc là, dans le cadre du projet qui nous intéresse ici, de l'UVE, on va donc étudier l'impact sur les populations avoisinantes et également sur les travailleurs qui, en dehors du site Evonéo. Donc ça, c'est l'aboutissement des 2 premières étapes de l'étude qui nous permettent de déclencher les 2 suivantes, donc, qui vous sont présentées sur la slide d'après. Donc là, de la même façon, on se retrouve avec des acronymes qui vous seront bien sûr explicités dans le glossaire de l'étude d'impact. Donc on appelle ça l'IEM ou interprétation de l'état des milieux. C'est des termes que vous allez retrouver fréquemment dans le rapport. Et ici, il s'agit d'identifier et de caractériser la pollution déjà présente dans le milieu avant l'installation du projet. Donc, on va aller utiliser toutes les données de mesure dans les différents milieux et ensuite évaluer la dégradation des milieux par rapport aux composés déjà présents. Donc ça, c'est l'état initial avant l'installation du projet. Et une fois que cette étape est faite, on va réaliser le QRS, donc l'évaluation quantitative des risques sanitaires, où là, on se focalise sur le projet et on étudie la dispersion des polluants dans l'atmosphère avec l'utilisation d'un modèle mathématique. Et on regarde et on s'assure que les concentrations retrouvées dans les différents milieux soient inférieures aux valeurs seuil d'apparition des effets toxiques pour la santé. Voilà. Donc la conclusion de cette étude doit aboutir à ce que l'on appelle des risques sanitaires non significatifs pour les populations liés, exposées aux émissions du futur projet et également des pollutions déjà présentes dans les différents milieux. Donc c'est la synthèse de ces 2 dernières étapes qui définissent si effectivement le projet, dans la configuration définie, est acceptable et peut être construit et ne présente pas de danger de risque sanitaire pour les populations avoisinantes. Voilà pour ma part. Un grand merci, Monsieur Vienne, pour ces explications que vous aviez déjà relayées, notamment au comité de pilotage de la concertation continue. On va poursuivre avec l'étude acoustique et on aura un grand temps de questions-réponses qui sera à la fin de la présentation des 4 études. N'hésitez pas, dans l'intervalle, à poser toutes vos questions dans la discussion sur le chat. Et on retrouve Monsieur Signorelli, qui est président du cabinet Génie Acoustique. Monsieur Signorelli, sur la partie étude acoustique, vous allez nous faire un rappel de la réglementation et nous présenter la méthodologie, notamment de campagne de mesure de référence et les modélisations faites. Merci, oui, effectivement, c'est bien cela. L'objet de la mission qui nous est confiée par Evonéo Suez sur le volet bruit de la DDAE, ça consiste, si vous pouvez avancer juste sur la slide suivante, merci, ça consiste à démontrer le respect de la réglementation du 23 janvier 1997 qui s'applique aux ICPE. Cette réglementation, elle prévoit 2 choses pour l'acoustique. Elle prévoit d'une part le respect de valeurs absolues en limite de propriété de la parcelle de l'installation, mais aussi et surtout le respect de valeurs d'émergence en zone à émergence réglementée. Ces zones à émergence réglementée, en réalité, ça traduit les bâtiments pouvant être occupés par des personnes. Donc c'est dans le cas présent toutes les habitations qui peuvent être chemin de l'Estan, route de Seyss, chemin de Perpignan et au-delà.
Ces émergences, ça consiste à soustraire du bruit ambiant, c'est-à-dire le bruit généré par l'installation et le bruit de l'environnement, à soustraire le bruit résiduel. Ce bruit résiduel, donc c'est celui qui existe sans le fonctionnement de l'installation. Donc pour pouvoir montrer que l'on respecte ces émergences, pour nous, il est capital d'avoir une bonne connaissance de l'environnement sonore. Cet environnement, on a quelques éléments de contexte documentaire qu'on peut voir sur la slide suivante. Ce sont des éléments, des cartographies. Merci. Ce sont des cartographies qui ont été diffusées cet été par la métropole de Toulouse. C'est du bruit de trafic que l'on voit à l'écran. Donc, ce sont des valeurs moyennes qui sont données. Vous voyez ici, sur la droite en particulier, la petite étoile qui représente le projet. Et on voit autour des routes là, qui sont des routes bruyantes. On distingue là, sous l'étoile la route de Seyss, et un peu plus au nord, un peu plus foncé, l'avenue Eisenhower là, qui coupe la branche supérieure. On voit des niveaux sonores qui sont de l'ordre, on nous dit, pour l'avenue Eisenhower 65 dB, dBA, pardon, et pour la route de Seyss, quelque part entre 60 et 65. On a un petit peu le même genre d'informations sur la slide suivante, mais pour la période de nuit cette fois. Voilà, on voit que le trafic diminue sensiblement la nuit, mais on a des valeurs qui sont aux alentours de 50 ou 55 dBA pour la période de nuit. En réalité, ces informations, pour nous, elles sont insuffisantes parce que ce sont des valeurs moyennes qui sont mesurées sur toute une période, c'est-à-dire toute la période de jour, puis toute la période de nuit. Donc pour nous, il est capital d'avoir une connaissance plus précise. Et pour cette raison, nous avons fait des mesures autour du site. Vous allez voir sur la page suivante. On a fait 120 heures de mesures autour du site, à la fois en limite de propriété, mais aussi en zone et émergence réglementée. Donc les zones d'émergence réglementées, là, elles sont confondues avec la limite du site sur la route de Seyss en particulier et au nord, chemin de Perpignan. Ces mesures, elles ont été bien sûr réalisées pendant l'arrêt technique du mois de juillet. Donc on a des mesures qui sont faites avec l'installation existante complètement à l'arrêt. Donc l'objectif, c'est d'avoir une caractérisation précise du bruit résiduel. Et cette caractérisation, à l'inverse des valeurs qu'on a vues juste avant, qui sont sur toute une période, là, nous faisons des mesures et nous pouvons extraire, c'est ce que nous dit la réglementation et la norme de mesure, des périodes limitées à 30 minutes. Donc sur ces 120 heures de mesure, en fait, ce que l'on recherche, c'est les 30 minutes les plus calmes sur la période de jour et les 30 minutes les plus calmes sur la période de nuit. Une fois qu'on a recueilli toutes ces informations, il y a un travail qui se fait de concert. Oui, en page suivante, s'il vous plaît. Merci. Il y a un travail qui se fait de concert avec les services d'ingénierie d'Evonéo, qui est l'identification de l'ensemble des équipements techniques liés au process ou des équipements techniques liés au bâtiment qui sont susceptibles de générer du bruit. Une fois qu'on a identifié l'ensemble de ces équipements, on détermine leur puissance acoustique maximum. Alors, c'est soit par des valeurs qu'on a pu mesurer sur d'autres sites industriels, soit des données qui sont issues des fabricants. Ce sont des données qui sont contraignantes, ce sont des données d'engagement, c'est des valeurs de puissance acoustique, ce n'est pas un niveau sonore qui est donné à une distance, c'est vraiment la caractérisation de la machine et c'est un engagement contractuel de l'entreprise. Une fois qu'on a toutes ces informations, si vous pouvez passer en page suivante, une fois qu'on a collationné toutes ces informations, on peut procéder à une modélisation acoustique tridimensionnelle de l'installation. Vous la voyez en vue de dessus à gauche et en vue 3D à droite. Et une fois qu'on a fait ces modélisations, on peut implémenter toutes les sources sonores. C'est-à-dire on a le rayonnement des bâtiments, mais on a aussi le rayonnement de tous les équipements techniques, les ventilateurs, les extractions, les grilles de ventilation basse, et aussi les ouvertures dans l'enveloppe. Et ça nous permet comme ça de calculer l'impact du fonctionnement en journée et de nuit sur les limites de propriété, mais en zone à émergence réglementée. Il ressort de ces calculs des puissances acoustiques maximum que l'on peut allouer aux différents équipements. Et de ces puissances acoustiques maximum, ça va devenir une contrainte pour les entreprises qui vont réaliser des travaux et on va leur demander de s'engager sur le niveau sonore maximum de leurs équipements pour respecter in fine les valeurs en limite de propriété et les valeurs en zone à émergence réglementée. Voilà pour le volet acoustique. Un grand merci, Monsieur Signorilli, pour ces éléments acoustiques que vous nous aviez déjà relayés lors d'une réunion publique. J'en profite pour prendre la question de Monsieur Guilbon et commencer à donner quelques éléments de réponse. Question et remarque de Monsieur Guilbon. Il se tient en ce moment même une discussion au niveau de notre députée, Madame Arrigui, une réunion sur le secret des affaires suite à une juridiction relativement nouvelle de l'Europe. Question, est-ce qu'il demeure des restes de cette jurisprudence française dans la non-réponse de l'Adréal?
Monsieur Guilbon, j'apporte un début de réponse et je laisserai Laurent Guillon, qui est juste à côté de moi, finir cette réponse. On a demandé à l'Adréal de pouvoir être là pour nous présenter le cadre réglementaire de l'autorisation environnementale. En revanche, il procède aussi à l'instruction du dossier. Donc, Madame Vernier nous aviez bien précisé qu'elle ne pourrait répondre à toutes les questions et qu'elle devrait partir également comme Monsieur Touraille à un moment. En revanche, on lui transmet votre questionnement. Oui, oui, bien sûr, on a précisé effectivement que lorsqu'il y avait des questions qui seraient émises durant la réunion et pour lesquelles les intervenants autour de la table ne pourraient pas répondre, on répondrait bien évidemment de façon écrite à l'issue de ce webinaire. Et donc, ce sera fait en toute transparence, comme on l'a fait pour les autres phases de la concertation préalable et de la concertation continue. Donc, pas d'inquiétude de ce point de vue-là. C'est pas une volonté de cacher les choses, de ne pas répondre, de lever le joker du droit des affaires. C'est pas du tout le cas. C'est juste que il y a des procédures qui sont en cours. On a des collègues de l'État qui ont bien voulu se joindre à nous pour nous accompagner dans ce webinaire-là, en nous précisant bien qu'ils ne pouvaient pas répondre à toutes les questions, compte tenu de leur droit de réserve et de ce droit de réserve renforcé dans une période de réserve électorale, puisque dans les 6 mois qui précèdent une élection, les fonctionnaires de l'État ont un devoir de réserve qui est renforcé. Et donc, pas d'inquiétude, vous aurez la réponse et pas non plus de difficultés ou de joker pour ne pas répondre à cette question-là, qui est une question importante. Ne vous inquiétez pas, Madame Huc et Monsieur Gibon. Oui, alors, du coup, si je peux me permettre, et je suis vraiment désolée, donc Dréal Occitanie, Madame Cescon. Parfait. Bonjour, voilà. Madame Cescon. Oui, bonjour. Vraiment, ce que j'ai marqué dans le chat, je me suis absentée 5 minutes du bureau parce que ma collègue partait en inspection et du coup, on avait besoin de régler un sujet toutes les deux. J'étais persuadée qu'on était passé sur la phase 2 de la présentation et que les questions-réponses étaient terminées. Donc, il n'y a pas de souci, j'ai aucun problème à répondre aux questions. Super. On était là pour ça. Du coup, je comprends que la question, c'est de savoir si à un moment donné, le public a accès aux raisons que le préfet garde pour autoriser ou refuser un projet. Donc, effectivement, nous, en tant que service instructeur, à la fin, donc dans la phase de décision, pour éclairer le préfet, on propose un arrêté préfectoral avec des prescriptions techniques pour encadrer tous les inconvénients et les risques qui ont été mis en lumière dans le dossier et qui ont été mis en lumière par certains services. Tous les avis qu'on nous a rendus, que ce soit pendant la consultation ou les avis des services consultés, on les prend et dans un rapport motivé, au même titre que le commissaire enquêteur, on motive notre proposition de prendre un arrêté préfectoral avec un rapport qui reprend toutes les demandes, tous les avis négatifs et positifs des différents services et du public, et on explique en face ce qu'on y met ou pas. Voilà. Donc, en général, ce rapport, effectivement, ce n'est pas une pièce qui est publique en soi, seulement l'arrêté préfectoral qui est disponible sur le site Géorisque. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé de ce site internet sur lequel sont publiés les rapports de l'inspection. Tous les rapports d'inspection que l'on fait sur les sites industriels sont publics. Les arrêtés préfectoraux sont publics. Et par contre, en revanche, je pense que ces rapports peuvent être demandés dans le cadre de la CADA. Il est possible de demander un accès aux rapports. Voilà. Ils ne sont pas publics de base, mais je pense que tout citoyen a accès à ce rapport s'il en fait la demande motivée auprès du préfet. Voilà, j'espère que ça a répondu aux interrogations des personnes qui sont là et je suis encore vraiment désolée de ne pas avoir été là au moment où la question a été posée. Je m'en excuse encore. Ce n'est rien, Madame Cescon. Un grand merci. Et on a mis du coup dans la discussion le site internet Géorisque. Très bien, parfait. On poursuit avec Madame Elron sur la partie études paysagères. Donc, Madame Elron, qui est paysagiste au bureau d'études APIC, idem en termes de présentation que les autres interlocuteurs, les objectifs et les enjeux de l'étude d'impact paysagère et un zoom sur la manière dont se fait l'analyse de perception visuelle et ses impacts et de premières préconisations paysagères pour le projet. Oui, bonjour. Donc, nous, on a été missionnés donc, pour effectivement pour faire l'analyse d'impact paysagère
du projet. Donc, cette étude d'impact, elle a eu pour objectif d'analyser le territoire dans lequel s'insère l'UVE actuel et futur, de déterminer les impacts paysagers et visuels bruts du projet au sein de son contexte urbain, industriel et naturel, d'évaluer l'intégration du projet dans le paysage et par la suite de proposer des mesures d'intégration et de compensation paysagère. Les enjeux de cette étude paysagère ont été de résorber les impacts de l'UVE en l'intégrant au paysage dans lequel elle s'insère, en créant un projet paysager qui inclut les divers enjeux écologiques, hydrologiques, architecturaux qui le composent, et de répondre également aux cadres réglementaires qui s'appliquent au site, donc le PLU, la trame verte, les trames bleues et les périmètres de protection des monuments historiques. La prise en compte de ces enjeux a permis de créer un projet paysager cohérent au cœur de son contexte urbain. Pour répondre à ces objectifs et enjeux, l'étude d'impact a été élaborée en 4 étapes. Dans un premier temps, on a réalisé un état des lieux qui inclut le site actuel. Nous avons analysé le projet architectural qui nous avait été proposé et nous avons défini les impacts bruts de ce projet au sein du paysage pour ensuite proposer des préconisations paysagères. Donc, dans un premier temps, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Dans un premier temps, nous avons délimité les différentes échelles de perception qui se sont déclinées en 3-4 degrés de perception. Donc, d'après la carte que je vous ai transmise, on a dans un premier temps un périmètre qui va au-delà de 2 km, donc une vision lointaine. On se rapproche au fur et à mesure, sur une vision intermédiaire qui est entre 1 et 2 km. Une troisième vision qui est rapprochée, qui est de 1 inférieur à 1 km. Et dans ce cas présent, une vision immédiate, très limitrophe du site qui correspond à la route de Seize, le chemin de Perpignan et la rue de Rocache. Donc, pour réaliser ces périmètres, on s'est effectivement appuyé sur des supports de lecture du paysage tels que la topographie, la route, le bâti et la végétation. Et ces échelles varient selon les effets de masque qui sont liés à la géomorphologie et à l'occupation des sols. Donc, l'analyse de ces sites, selon ces échelles, ont permis de mettre en évidence le degré de perception du site à travers le paysage. On a du coup défini 4 degrés qui peuvent aller de fort, modéré, faible ou quasi nul. Dans un second temps, on a étudié le degré d'impact du projet, qu'il soit visuel ou paysager, en analysant les différents éléments qui constituent l'UVE depuis les points de vue que l'on a sillonnés à travers toute la plaine de Toulouse, qui ont pu être impactés par le projet. L'analyse de ces impacts par la suite ont pour but de mettre en évidence les enjeux que nous allons traiter, en identifiant clairement et objectivement les impacts visuels de l'UVE, de proposer dans un premier temps les mesures d'évitement et dans un second temps de concevoir les mesures d'insertion paysagère qui seront adaptées au projet. Donc, la mise de cette évidence a été la mise en évidence a abouti aux préconisations paysagères suivantes dans les slides précédents. Donc, de définir des objectifs tels que limiter et résorber les impacts qui ont été définis depuis les points sensibles que nous avons analysés ultérieurement, de renforcer l'intégration paysagère du projet dans le grand paysage et d'intégrer les enjeux écologiques du bureau d'études Faune-Flore au sein du projet. Donc, pour ce faire, nous avons élaboré les préconisations paysagères et environnementales qui se sont déclinées à travers des mesures d'évitement qui ont été proposées et anticipées en amont lors de la conception du projet. Des mesures de réduction et de compensation qui ont permis de limiter l'impact à travers la mise en place de plantations, de haies, des propositions de palettes colorimétriques vis-à-vis des différentes infrastructures qui composent l'UVE. Et l'intégration du projet dans le grand paysage urbain dans lequel il s'insère, mais également à travers la trame verte qui est à proximité du site. Donc, en fait, pour conclure, cette étude d'impact paysagère a consisté de mettre en avant, de déterminer finement
donc l'impact et l'état paysager de l'UVE et de ses perceptions, d'évaluer objectivement donc les impacts visuels de la future UVE et de concevoir des mesures d'insertion adaptées à son échelle. Voilà. Très grand merci, Madame Melleron, sur ces éléments paysagers. Avant qu'on passe à l'étude de danger, il y avait une question remarque en ligne de Monsieur Delaspre qui portait sur la partie d'étude d'impact et sur la partie acoustique. Donc, pour Monsieur Signorelli, je relais du coup la remarque. Une question. En regardant la modélisation 3D de la future UVE, je note des différences que je qualifie de non négligeables par rapport aux problématiques des études acoustiques. Le modèle semble beaucoup plus anguleux, assemblage de blocs rectangulaires par rapport aux esquisses d'architecture présentées précédemment. Comment évaluez-vous les risques d'erreur des résultats de cette analyse acoustique? Merci. Oui, effectivement, c'est une remarque tout à fait légitime, hein, parce qu'on a une modélisation qui est faite de volume parallélépipédique ou quasiment, parce qu'il y a quand même des pentes de toiture. En fait, nous, ce que l'on modélise, ce sont les bâtiments qui émettent du bruit, donc qui abritent les locaux de process. Et dans le projet architectural, on a autour de ces bâtiments qui sont tels que nous les avons représentés, il y a une structure effectivement qui donne un aspect beaucoup plus lisse et moins anguleux, mais cette structure, elle est rapportée sur les bâtiments que nous avons modélisés. En réalité, elle apporterait même plutôt un effet de masque par rapport au bâtiment, mais dont on n'a pas tenu compte, nous on a modélisé le bâtiment tel qu'il rayonne du bruit vis-à-vis de l'extérieur. Merci beaucoup, Monsieur Signorelli. Je n'ai pas de nouvelles questions en ligne et on reviendra sur un temps de questions-réponses après la présentation de l'étude des dangers. Donc, on est avec Monsieur Tissot du cabinet Solaire Ideum, qui est le directeur industrie et environnement, pour faire un zoom sur l'analyse. Pour faire un zoom sur l'analyse préliminaire, enjeux, risques et accidentologie, et ensuite s'intéresser aux accidents majeurs pour déterminer la manière de mieux les sécuriser. J'ouvre mon micro. Non, je n'ouvre pas mon micro. Si. Okay. Très bien. Donc, je vais vous présenter donc la méthodologie qu'on a appliquée pour l'étude des dangers, telle que vous allez pouvoir la lire donc lorsque le dossier sera mis à la consultation. Donc, une étude de danger se déroule en 2 étapes. Sur le slide suivant, on va voir donc l'analyse, ce qu'on appelle l'analyse préliminaire. Donc, dans l'analyse préliminaire, on prend en compte les enjeux qui existent autour du site en tant que cible exposée au risque. On va également analyser le site extérieur en tant que source de danger extérieur, des ICPE par exemple. On va prendre en compte les dangers qui viennent de l'installation, c'est-à-dire du projet lui-même. Et enfin, on va regarder les historiques d'accidents, l'accidentologie. On a parlé du BARPI tout à l'heure, donc c'est effectivement un endroit où tous les accidents industriels sont répertoriés de façon à déterminer les façons dont les accidents arrivent. Donc à partir de ça, on fait des premières simulations d'effets des dangers qui peuvent se réaliser et on regarde si les périmètres d'effets, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport aux limites du site. Donc les effets les plus dangereux doivent rester dans le site, mais il y a des effets qu'on appelle des effets irréversibles qui peuvent éventuellement sortir. Donc là, on a un premier niveau de tri des risques que l'on étudie. Il y a ceux pour lesquels les effets réversibles ne sortent pas, donc ça, on va les intégrer dans l'étude et on ne va pas les étudier plus avant. Par contre, quand on aura des effets qui peuvent sortir, à ce moment-là, on va rentrer dans une étude d'accident majeur qu'on va présenter après. Quelques planches graphiques dans les slides qui viennent, donc pour illustrer un petit peu ce qu'on a pris en compte dans l'étude. Donc là, vous avez un plan général des parties fonctionnelles de l'usine étudiée, dans lequel les parties dans lesquelles les dangers sont les plus importants, c'est la fosse aux déchets, puisque c'est là qu'on a une concentration de risque de départ d'incendie, et les 2 fours
qui, eux, concentrent toutes les problématiques potentielles d'explosion de différentes façons possibles. Et ensuite, au niveau de ce qui se passe dans les enjeux, c'est la planche d'après. Monsieur Tissot, je crois que vous n'avez pas votre caméra, si vous pouvez la déclencher, c'est pas grave du tout. Je suis très haut aujourd'hui. C'est très bien. Ah oui, je n'avais pas branché ma caméra. Donc voilà, donc pour les enjeux, donc sur l'illustration de gauche, donc vous avez donc les enjeux, les cibles donc à préserver. Donc là notamment vous avez les groupes scolaires qui se situent de l'autre côté de l'avenue Eisenhower. Et sur la carte de droite, donc vous avez en orange, donc c'est l'ensemble du périmètre ICPE comprenant la nouvelle UVE et la future. Et vous avez des points de couleur qui indiquent les différentes ICPE qu'on peut rencontrer dans des périmètres plus ou moins écartés de l'usine elle-même. Donc sur la planche d'après, voilà. Donc là, on est sur la façon dont on conduit ce qu'on appelle l'analyse détaillée des accidents majeurs. Donc là, on va étudier deux paramètres. On va étudier la probabilité de toutes les causes qui composent ce qui permet à l'accident d'arriver. Et ensuite, on va regarder en détail donc la gravité de cet accident. On va croiser les deux critères. Et à partir de là, on va regarder ce qu'on appelle la criticité. Et cette criticité, elle sera acceptable ou pas selon une grille que je vais vous présenter juste après. Voilà. Donc là, c'est la façon dont on cote la probabilité des événements dangereux que l'on classe depuis le niveau A, c'est des événements extrêmement courants. Un événement extrêmement courant, par exemple, c'est dans une fosse d'ordures ménagères, il y a un départ de feu parce que quelqu'un a jeté à la poubelle quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Donc ça, c'est quelque chose de très courant. Et eux, c'est des événements possibles et extrêmement peu probables. Bon, mais ça, c'est des choses qui sont théoriquement possibles, comme l'explosion d'une réserve de vapeur, c'est jamais arrivé, mais on va quand même considérer que ça peut arriver. Donc là, c'est une catégorie de probabilité très faible. Voilà, donc entre A et E, on va classer tous les événements là-dedans. Et ensuite, en termes de gravité, c'est la planche d'après. Donc on va s'intéresser pour un projet neuf uniquement à la colonne de droite, parce que les deux premières colonnes, c'est quand on expose les gens à l'extérieur de l'usine à des dangers létaux, ce qui est strictement interdit dans le cadre des projets neufs. Donc on regarde les effets irréversibles, le nombre de personnes qui sont potentiellement présentes dans ces périmètres, qui peut aller de moins de 1, donc là au niveau 1, jusqu'à par exemple entre 10 et 100, et là on est niveau 3. Donc on croise, donc chaque scénario est étudié en fonction de sa probabilité, de sa gravité. Donc dans la planche suivante, voilà, il va avoir donc une position dans ce tableau, qui est un tableau réglementaire, dans laquelle on va situer, donc vous voyez qu'il y a un code couleur. Donc tout ce qui est, donc les cases vertes, donc ça c'est des niveaux de gravité qui sont bas. Donc là, vous voyez qu'on a des cases vertes. Donc ça, la signification, c'est que quand on a sécurisé le scénario à ce niveau-là, on est arrivé dans une situation qui est directement acceptable. À l'inverse, les cases rouges, ce sont des situations qui ne sont pas acceptables. C'est-à-dire que soit le scénario il est trop probable, soit il a une gravité trop importante, parfois les deux. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut redimensionner l'ensemble de la chaîne technique qui permet de réaliser cet accident de façon à le sécuriser, c'est-à-dire qu'il ait moins d'effets ou que sa probabilité soit réduite, par exemple, en rajoutant d'autres barrières de sécurité qu'il faudra franchir. Donc tout ça, ça s'appelle les moyens de maîtrise du risque, ce que vous voyez indiqué par MMR. Donc là, à ce moment-là, on est dans les cases jaunes, donc c'est acceptable, moyennant renforcement des moyens de maîtrise du risque. Donc voilà le travail que l'on a accompli dans une étude de danger. Un grand merci, monsieur Tissot. J'ai vu qu'il n'y avait pas de questions sur le chat. Néanmoins, peut-être qu'il y a des questions. Il y en a, pardon. Alors, excusez-moi, elles ne sont pas encore arrivées. Chez moi, la dernière question est celle de monsieur Delastre. Alors, monsieur Guilbon, alors que des accidents dus à l'explosion de bouteilles de protoxyde d'azote sont fréquents,
comment éviter des risques d'explosion terroriste plus importants. Une deuxième peut-être remarque, question de Monsieur Guilbon. Comment donner confiance aux riverains alors qu'ils se plaignent de bruit dû à la remise en route de la génératrice en ce moment? Donc, on en avait parlé lors de la réunion publique, notamment sur le sujet acoustique, sur le questionnement du protoxyde d'azote, et peut-être, Monsieur Signorelli, sur la partie bruit, remise en route, ou peut-être Laurent ou Karine, qui sont autour de la table avec moi. Ce sont des éléments qui sont un peu en dehors du DDAE, Monsieur Guilbon, pour lequel je crois on a déjà donné des réponses dans le dernier compte rendu, de l'étude acoustique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les bouteilles. Oui. Monsieur Tissos propose de répondre pour le protoxyde d'azote. Ouais, je réactive mon micro, c'est ça? C'est bon? Oui, ok. Donc, parmi tous les scénarios d'explosion qu'on a pris en compte dans vis-à-vis du four, effectivement, on a pris en compte tout type de bouteilles qu'on peut retrouver dans les ordures ménagères. Donc des bouteilles de protoxyde d'azote et aussi des bouteilles plus grosses de butane et de propane avec les effets conséquents. Par contre, le risque d'attentat, de malveillance, donc là qui concerne tout type d'industrie, donc ça, d'une manière générale dans une étude de danger, on ne calcule pas les effets parce qu'on considère que c'est une problématique de sécurité du territoire, donc qui n'appartient pas aux porteurs de projets de gérer. Il y a le contrôle d'accès pour permettre de ne pas laisser rentrer des personnes extérieures, et ça s'arrête là. Merci beaucoup, Monsieur Tissot. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On avait un dernier temps qui était suite du dépôt des DAE avec Eve. Eve, peut-être qu'on peut refaire un point, comme on fait assez traditionnellement, sur l'avancement du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, dont le dépôt est imminent, et ensuite sur les grands temps qui nous attendent pour les années futures. Oui, alors, donc là, on est au stade, novembre-décembre, là, donc le dépôt du DDAE est imminent. Par rapport à la figure qu'a présentée l'Adréal tout à l'heure, on est complètement à gauche, on n'est pas encore rentré dans cette figure-là. Donc, puisqu'on dépose le dossier là en décembre 2025, ensuite il y a toute la phase d'analyse de la complétude du dossier, c'est-à-dire que l'Adréal, enfin, ça a été expliqué déjà, je ne reviens pas dessus. On vérifie que le dossier est bien toutes les pièces et nous, on apporte éventuellement les pièces complémentaires. Et ensuite, il y a toute la préparation, puis le déroulé de la consultation du public qui est prévu, donc, qui est envisagé entre avril et juillet, fin avril, fin juillet 2026. Toute cette étape-là, de façon à arriver après au stade de la décision de la préfecture, plutôt en octobre, voilà, enfin en tout cas à l'automne 2026, avec le passage en Coderst à ce moment-là. Et alors là, voilà, c'est si on déroule donc sur la totalité du projet. Donc on a tout en haut continuité de l'exploitation, bien sûr, de l'UVE actuelle, en parallèle des procédures. Alors la procédure
pour l'autorisation de la nouvelle installation, DDAE et permis de construire. L'arrêté préfectoral en fin automne 2026, de façon à démarrer les travaux pour arriver à une mise en service de la nouvelle installation courant fin 2031. Et une fois que la nouvelle installation est en service, on arrête l'installation actuelle. C'est voilà, les éléments essentiels. Peut-être en parallèle, on a le dépôt du porté à connaissance pour la démolition du parc à Mâchefer, qui, elle, doit intervenir dès l'été 2026. Et pareil pour la fermeture de la déchetterie de Montlong, qui doit intervenir également fin 2026. Et puis, on a également, si on vient plus sur la droite de ce graphique, là, la mise en service des chaudières de secours par rapport au pôle énergie, qui est prévue courant 2029. Merci beaucoup, Ève. Pardon. Voilà. Non, pardon. Merci beaucoup, Ève. Donc, dépôt du DDAE d'ici fin d'année. Ensuite, la procédure suivra son cours et on se relaie du coup au calendrier et à la procédure qui nous a été présentée par Madame Vernier. Le DDAE sera accessible lors de la consultation. On a, si besoin, un temps de questions-réponses qui est prévu maintenant. Si vous avez des dernières questions, peut-être que dans l'attente, je peux laisser le mot de première conclusion à Madame Ferrugi ou Madame Barthes concernant le webinaire. Vous dire que on mettra en ligne ce webinaire avec la présentation et il y restera de manière pérenne sur le site de la concertation continue. Comme ça, vous pourrez vous y référer quand vous le souhaitez. Madame Barthes, Madame Ferrugi. Oui, merci. Voilà, effectivement. Donc peut-être dire en premier lieu, évidemment, en tant que garante, remercier un grand remerciement à la fois aux personnes qui sont intervenues et aux participants. Effectivement, comme l'a dit Isabelle Barthes en introduction, c'était pour nous un point important d'information sur cette phase voilà, qui arrive d'instruction du projet, cette phase qui va suivre la concertation continue. C'est un point important d'information, d'autant plus que l'on est dans un contexte de nouvelles procédures. Donc avec depuis la loi Industrie verte, comme ça a été explicité, avec la consultation et la parallélisation qui se fait sur l'instruction des dossiers. Pour préciser, nous, dans ce cadre, bien évidemment, on fera un bilan final de la concertation. Là, notre rapport intermédiaire est sorti, public, et on fera un bilan final qui sera versé au dossier. Et bien sûr, on restera disponible pour participer à la réunion d'ouverture de la consultation, en accord, bien entendu, avec les commissaires désignés. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est important, que ce soit côté CNDP ou côté compagnie des commissaires enquêteurs, vraiment ce continuum de la participation et ce continuum également de retour au public. Donc, je reviens ici sur la question qui avait été soulevée dans le chat et répondue, voilà, qui est cruciale du point de vue de la CNDP, c'est-à-dire qu'il y ait des retours aux questions, aux propositions, aux avis soulevés par le public, que ce soit par DECOSET ou que ce soit par l'autorité publique dans sa décision finale. Donc, je remercie l'Adréal d'avoir pu se reconnecter, apporter des précisions sur cette réponse et les modalités de ces réponses. Concernant DECOSET, également, voilà, Madame Hugues a relevé que à l'issue de la concertation préalable, DECOSET avait fait des réponses, des retours, et nous avons sollicité dans notre dernier rapport, recommandé que DECOSET fasse de la même manière une note pour clarifier en quoi le dossier, donc le DDAE, ce qui nous importe aujourd'hui, déposé, répond aux demandes de précision, aux arguments du public. Et fasse, comme à l'issue de la concertation préalable, un petit document de synthèse qui clarifie les réponses apportées.
La concertation continue n'est pas finie, que ce soit dans la suite ou à l'issue de ce webinaire. Toute question, toute contribution reste bienvenue et nous restons en tant que garantes attentives et en suivi de la concertation. Merci en tout cas pour la richesse de ce webinaire sur un sujet et une étape importante du projet. Merci beaucoup, Madame Ferrugi. Je vois qu'il n'y a plus de questions dans la discussion. J'en profite pour remercier l'ensemble des intervenants et des bureaux d'études qui se sont prêtés à cet exercice qui n'est pas toujours évident de vulgarisation sur les objectifs et la méthodologie des études. Et je le redis, vous retrouverez l'ensemble de ce webinaire et son support d'ici quelques jours sur la partie du site de la concertation continue. Encore un grand merci également à l'Adréal et à Monsieur Touraille de s'être rendu disponible. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.